Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition Illimitée. Édition illimitée. Édition illimitée. On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis on, je parle des deux potes qui sont à mes côtés, Gaëlle et Inès. Salut Karen. Salut Karen. Comme vous le savez, on va une fois de plus répondre à une de vos questions. Et celle d'aujourd'hui, c'est: est-ce que mon livre est moins cher sur Amazon ? Pour y répondre, on va revenir quelques années en arrière. Du coup, Inès, on revient en quelle année et comment ça se passe au niveau du prix du livre en France ? Alors, il s'est passé plein de choses. On va pas refaire tout l'historique du livre sur des siècles. On va quand même s'arrêter au XXe siècle, enfin commencer au XXe siècle. Et il va y avoir un avant 1981 et un après 1981. On va vous expliquer bien sûr pourquoi. Donc, avant 1979, donc on revient un petit peu avant, les éditeurs affichaient un prix conseillé en librairie. Afficher un prix conseillé, et en librairie, les libraires choisissaient de le choisir ou pas, mais il n'y avait pas un prix fixe comme on a actuellement pour quand même comparer. Et donc, chacun faisait sa marge comme il le souhaitait. Et à partir de 1974, la FNAC arrive. La FNAC, c'est pour briller en société, parce que personne ne sait trop ce que ça veut dire. C'était la Fédération nationale d'achat des cadres. Et oui, tout à fait. Et la FNAC, en fait, au départ, vendait de l'électroménager et des appareils photo. Ouais, c'est le supermarché culturel, quoi. Ouais, qui est ouvert. Ça a été lancé en 1954, et donc c'est que en 1974 qu'ils ouvrent la première FNAC du livre à Montparnasse. Et là, du coup, grand rayon livre, c'est discount et c'est du moins 20% partout, c'est du rabais, c'est comme il n'y a pas de prix, ils ont des marges et comme ils prennent en grosse quantité, ils ont les moyens de faire des gros rabais, quoi. Exactement. Et donc là, c'est un peu la chute libre pour les petits libraires à côté qui sont forcément qui peuvent pas se permettre de faire des rabais, du discount de cette manière-là. Et cette pratique est reprise dans les grandes surfaces de plus en plus, avec cette pratique d'appel des livres vendus à moitié prix, enfin à prix coûtant même. Tous ceux qui ont les moyens de le faire, complète. Ils suivent le mouvement, quoi. Et donc là, que je parle plus quand on parle de la FNAC, hein, je ne suis pas responsable. Oui, il faut bien on sait que t'es pas coupable. Et donc après, forcément, il y a des réunions quand même à un moment de professionnels du livre. Ça gueule un peu dans le milieu, quoi, forcément. Ouais, les petits libraires, oui. Certains éditeurs, pas tous, certains s'en foutent. Pour en parler, je pense qu'ils sont bien contents de vendre. J'imagine que c'est toujours les gros qui peuvent, ils peuvent vendre en grande quantité. En grande quantité, exactement. Certains s'opposent, notamment Jérôme Lindon, qui est le directeur des éditions de Minuit à cette époque-là, qui lui milite déjà pour un prix unique du livre. Parce que pour lui, ça permettrait que les libraires, c'est les libraires qui défendent les petits éditeurs, et lui a une petite maison d'édition assez engagée, et du coup, il voit tout de suite ce que ça peut, les conséquences, quoi. Ouais, les éditions de Minuit, du coup, c'est les livres tout blancs avec un liseré bleu, une typographie assez élégante. Ils ont publié Chevillard, Toussaint, plein d'autres gens bien. Echnoz. Voilà. Duras. Pour que vous voyez à peu près qui c'est. Merci Karen pour cette description. Et donc voilà, donc Jérôme Lindon est quand même un personnage assez important dans le monde de l'édition au XXe siècle, et il va donc, ça va devenir quand même quelque chose d'important pour lui de défendre ce prix unique du livre au fil des ans. Donc à partir de 79, il y a un arrêt qui est mis en place, qui s'appelle l'arrêté Monohori. Et donc c'est les libraires qui fixent leur prix en disant qu'ils vont réussir à limiter le discount, etc. Mais ça marche pas du tout. Et tout ça pour en arriver jusqu'en 81. Donc quelques années passent. Jérôme Lindon continue son combat, trouve d'autres éditeurs pour partir avec lui, d'autres libraires, etc. Et notamment, ça devient le sujet de la présidentielle de Mitterrand, de 81. pour les présidentielles de 1981, avec notamment Jack Lang, qui va être élu ministre de la Culture dès l'élection de Mitterrand. Et en fait, la loi était dans les projets. Du coup, c'est Mitterrand qui a demandé à Jack Lang de bosser sur cette loi-là, parce que ça a été un truc hyper important de la campagne, quoi. Du coup, ils arrivent au pouvoir en mai 81, et dès le 10 août 1981, donc très peu de temps après, la loi est votée, mise en place pour un prix unique du livre partout. Il est cool quand même, Jack Lang, parce que du coup, il aura eu le prix unique du livre et la fête de la musique. C'est quand même un ministre de la culture assez il s'est passé pas mal de choses quand même à ce moment-là. Il a été assez efficace, quoi. Et donc, on appelle cette loi la loi Lang, ou la loi du prix nom unique, de Jack.
Du nom de Jack. Et donc, cette loi fixe le prix unique. Alors là, avant, on a parlé de l'arrêté Monori où c'était les libraires qui fixaient leur prix. Cette fois-ci, c'est l'éditeur qui fixe le prix et ce prix-là, il doit être imprimé sur le livre. Donc, il n'y a pas moyen de filouter. Faut que ça soit une étiquette et tout ça. On ne déroge pas à ça. Et puis même, du coup, c'est relié à l'ISBN. C'est dans tous les logiciels. L'ISBN, c'est le numéro du code barre. Du coup, en gros, c'est le... Quand on scanne, quand Gaël scanne, oui, tout à fait. le prix s'affiche et en fait, si vous voulez rendre service à un libraire quand vous cherchez un livre, vous ramenez l'ISBN, comme ça vous êtes sûr de trouver absolument le bon livre. Oui, parce que ça permet d'avoir la fiche d'identité du livre. Alors du coup, il y a ce prix-là qui est fixé par l'éditeur et ce qu'implique la loi Lang aussi, c'est qu'il y a une remise maximum qui peut être accordée au client de 5%. En gros, ça veut dire que si vous êtes libraire à ce moment-là, vous faites 5% sur le prix et pas plus. 5%, c'est une petite remise, c'est presque rien par rapport au livre quand il y a un livre. Du coup, en librairie indépendante, moi quand j'étais libraire, ma librairie fonctionnait comme ça. C'est sous forme de carte de fidélité en fait. Donc, oui, c'est pas le truc qui est appliqué de base. En général, il y a des petits trucs. Non, parce que si c'est un libraire indépendant, on peut pas se permettre ça. Mais le côté fidélité, il y a une espèce de carte enregistrée. À chaque passage en caisse, le client donne son nom et tous les livres sont enregistrés. Et en fait, au bout du 7e passage ou 10e, selon le livret, il a 5% sur l'ensemble de ses achats, donc ça revient au même en fait. Mais c'est mais c'est un service sympa. C'est un service que les libraires peuvent offrir à leurs clients pour contrecarrer les rabais. La Fnac qui fonctionne autrement. La Fnac fait une carte de fidélité aussi. C'est pour un engagement de 3 ans. Et parce qu'elle n'est pas gratuite. Voilà, elle est payante à 10,99 pour 3 ans, exceptionnellement depuis des années. Non, Gaëlle, on a dit qu'on ne faisait pas ça. Et donc ça sera 5% de remise automatiquement. Ouais, du coup, c'est plus juste pour l'information, c'est pas pour la pub ni rien, on dit juste ça pour que les gens sachent comment ça marche. Après, mais si vous devez prendre la carte Fnac, allez voir Gaëlle, c'est quand même mieux. Ah oui, s'il vous plaît, ça me fera vraiment plaisir. Et donc, il y a l'espace culturel aussi qui faisait ça, les 5%, mais automatiquement sur tous les livres, sans fidélité. Ça reste des grandes spécialisées qui gardent cette idée quand même d'appel d'offres. C'est ça. Si on peut le faire moins cher, on le fait moins cher. Oui, c'est clair. Puis eux, contrairement aux librairies indépendantes, ils ont les moyens de le faire tout le temps, donc forcément. Mais c'est vrai que ça se fait moins, quoi. Quand même, la Fnac l'a fait à un temps, on faisait les moins 5% tout le temps. Il y a quelques années, mais chez Virgin, c'était pareil aussi. Feu Virgin. RIP. Et donc là, on parle des 5%, mais il y a aussi donc dans cette loi une petite partie de remise qui va être accordée aux collectivités, où là, on passe à 9% maximum de remise. Donc là, c'est plutôt donc aux bibliothèques, aux établissements d'enseignement, les comités d'entreprise, voilà, tout ça. Ouais, tout ce qui est vente en gros des entreprises, en fait. Ouais, puis il y a un statut particulier par rapport aux particuliers qui vont. Oui, il y a un certain volume de vente, quoi. Dans cette loi, il y a aussi des cas particuliers. Oui, on parlait un peu des. Ouais, c'est ça. On parlait des livres scolaires. Donc, les livres scolaires, ça va être les manuels et les cahiers d'exercice. Ça sera différent des dictionnaires ou des œuvres à étudier. On parlait des ventes aux bibliothèques et aux écoles, mais ça concernait du coup tous les bouquins. Et là, on parle spécifiquement des livres scolaires. Ceux où c'est écrit, c'est pour la 6e. Voilà. Le workbook, bien indiqué dessus. En plus, il faut que ça soit spécifié dessus. Et donc là, tout ce qui sera revendu à des associations de parents d'élèves, des collectivités, des établissements scolaires, il n'y a pas de limitation dans le rabais. Voilà, c'est vraiment un prix qui va être du coup, c'est une histoire de marché au libraire. Oui, en général, pour les collectivités, ça marche par appel d'offres. Il y a une collectivité qui fait un appel en disant il me faudra tout ça. Les librairies présentent des petits dossiers et puis après. Ce qui n'est pas forcément évident, parce que les librairies ne peuvent pas forcément. C'est une gestion en nombre. Vous imaginez tout un collège à fournir en livres scolaires. Voilà. On pourra faire un épisode, je pense, sur les ventes aux collectivités, les bibliothèques et tout ça. Peut-être. Après, on peut parler aussi des livres d'occasion. Là, c'est assez strict, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit un livre qui a été publié depuis plus de 2 ans et qui sera en stock donc dans le magasin depuis plus de 6 mois. Et à partir de ce moment-là, on pourra appliquer le prix qu'on veut. Donc là, c'est vraiment au choix du revendeur, du libraire. Ouais, c'est plutôt du solde de livres que c'est d'occasion. Ça, c'est du solde, on parle de solde. Oui, parce que la démarche classique en librairie, si tu as un bouquin qui est là depuis plus de 6 mois que tu ne vends pas, en général, tu le retournes, sauf si tu peux le vendre après au rabais ou que justement tu ne peux plus le retourner. Oui, c'est un peu vieux, quoi.
Ouais. Souvent, les livres qui sont en solde, c'est des commandes de gens qui ont commandé des livres qui étaient assez vieux et qui sont jamais venus chercher et que le libraire peut pas renvoyer parce que c'est un livre qui est bien trop vieux. Enfin, c'est souvent ça en fait. On est en train de donner une astuce aux gens. Genre, vous commandez un livre, vous le lirez dans 2 ans, vous revenez à la librairie, il sera peut-être dans les soldes. Peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres cas particuliers, Gaëlle ? Après, ça va dire. On parle aussi du livre numérique, mais là, effectivement, il y aura aussi une loi sur le prix unique du livre numérique. Là, ça date plutôt de 2011. Ouais, c'est arrivé plus tard, forcément. Oui, parce que la loi langue, elle évolue tout le temps, en fait. Voilà, elle s'adapte avec. Forcément, il faut bien s'adapter au temps. Avec les pratiques et filouteries de tous les acteurs du livre, forcément qu'il a fallu mettre à jour la loi. Ouais. Et puis là, donc ça va être pareil, ça va être l'éditeur qui va choisir les prix, mais vraiment en fonction de l'offre, parce que l'offre, ça peut être vraiment très varié, c'est-à-dire qu'ils peuvent vendre le livre en entier, ils peuvent le vendre par chapitre, ou faire un pack avec plusieurs livres. Ça peut être aussi du téléchargement, ou alors des livres qui sont loués pour 6 mois en numérique, ou pour un an. Et, du coup, le truc impose cette loi, c'est que faut si bien tu fais, définir. Et puis si tu fais le bouquin à 20 balles et puis chacun des chapitres à 1 euro, et ça sera la même chose sur tous les sites de revente, quoi. C'est ça. C'est juste ça, c'est que tu peux pas faire une offre spécifiquement genre sur le site d'une de tes librairies partenaires ou un truc comme ça. Exactement. Ça régule le truc entre les différents vendeurs. Là, on parlait des exceptions, mais il y a aussi du coup des livres entre guillemets du coup qui sont exclus de la loi langue, qui sont pas concernés parce que c'est vraiment pas vraiment des livres. Oui, voilà. Du coup, ce que ne considère pas comme livre la loi langue, c'est en gros tous les bouquins qui nécessitent pas vraiment de travail éditorial et qui sont un peu des listings, donc genre l'annuaire ne rentre pas dans la loi langue. En même temps, l'annuaire, il y a peu de gens qui l'achètent. Mais les livres de coloriage, c'est pareil, ça rentre pas là-dedans. On considère que c'est juste une collection de dessins et qu'il n'y a pas de travail éditorial autour, donc c'est pas visé par la loi langue. Les catalogues de promo, les notices d'utilisation, les guides de voyage qui sont pas des guides de voyage parce que c'est juste des listes d'adresses, c'est pareil, ça rentre pas là-dedans. Donc ça, pour la loi langue, c'est pas des livres. Mais les livres ont un autre statut particulier qui est en dehors de la loi langue, mais qui est lié à la TVA. Alors en gros, qui est lié au prix. Ouais, du coup. Final. En gros, sur la majorité des En fait, la TVA en France est à 19,6 et le livre a une TVA réduite. Parce que c'est un produit c'est d'exception culturelle et du coup il y a une TVA à 5,5 en France continentale. Du coup c'est un peu différent ailleurs. En Corse c'est à 2,1 ainsi qu'en Guadeloupe, Martinique, à La Réunion. Ouais, ce qui est quand même cool parce que forcément que. Et par contre, taxes et tout. Au contraire, c'est un peu plus cher la taxe n'est pas réduite sur d'autres bouquins qui sont les publications pornographiques ou violentes, parce que du coup elles sont interdites de vente aux mineurs, elles sont interdites d'exposition et de publicité, et c'est pas des trucs que le gouvernement a envie de protéger comme produits d'exception culturelle. Cette loi langue, elle a évidemment beaucoup de conséquences, ça a ouvert pas mal de choses dans l'économie. Oui, alors il y a eu plein de choses, puis il y a eu plein de conséquences historiquement parlant, parce que forcément, quand la loi est arrivée en 80, tout le monde n'était pas content, parce qu'il y a plein de gens qui ne voulaient pas qu'elle soit là. Ça gueulait avant, ça gueule après, forcément. Forcément, il y en a qui sont contents, donc les libraires, les éditeurs qui sont ensemble pour suivre ce projet-là. Ouais, mais évidemment, la FNAC et les grandes surfaces n'ont pas très envie de la voir arriver, cette loi. Donc la FNAC essaie tant bien que mal de contourner avec son opération prix européen. Il s'agit d'exploiter une faille de la loi qui ne s'applique pas aux livres importés. Donc, ils réimportent artificiellement des ouvrages produits en France en les faisant passer par les pays limitrophes comme la Belgique. Voilà. Les filous. Bon, c'est malin. Cependant, oui, ils sont un peu malins quand même. Il y a toujours des gens pour savoir contourner la loi et gagner de l'argent là-dessus. Ça cesse entre 85 et 86 parce que la loi est justement revue pour éviter ce genre de contournement. Mais après, ça n'empêche pas tout. Du coup, il y a d'autres moyens, d'autres
manières de faire qui sont mis en place. Par exemple, il y a un discount massif de BD chez Carrefour en 92. Il y a une opération 100 000 livres gratuits pour les jeunes à la FNAC en 93. Des ventes couplées presse-livres à partir de 2005 comme Dargo Libération. Est-ce qu'on sait à quoi c'est lié, ces discounts sur la BD particulièrement ou, le but, c'est de faire venir les gens dans les supermarchés ou quoi que ce soit pour acheter du livre et montrer que c'est des points de vente et que c'est moins cher. On reste sur le même principe. C'est des accords avec les éditeurs. D'accord. Parce que tous les éditeurs, je pense, n'étaient pas forcément pour cette défense-là. On en a un peu parlé tout à l'heure. Oui, du coup, il y a quand même des trucs qui se font un peu sous le manteau entre libraires et éditeurs. Le but, c'est de vendre le maximum et de se faire de l'argent, mais même si c'est à prix réduit, en fait, c'est-à-dire que c'est tellement en nombre, tellement important que voilà. Puis la BD, parce que c'est populaire, en fait. Oui, du coup, si c'est dans l'intérêt de l'éditeur et de la grande surface, ils s'en privent pas, quoi. Ouais, ça va pas être de la littérature élitiste avec quoi ils vont pas faire du discount massif avec de la littérature assez élitiste. Il y a des offres qui reviennent régulièrement comme ça, du coup, en ce qui concerne la bande dessinée, des BD à 3 €, de 3 € qui lancent régulièrement. Oui, ça existe encore, ouais. C'est ce qu'ils recherchent maintenant un peu les éditeurs aussi. Ils vont essayer de trouver des solutions. Ça va être, par exemple, le livre de poche qui va se développer encore plus. Ou des collections justement à 2-3 € comme Librio qui va lancer ça. Ou même les folios aussi, toute une collection folio à 2 €. C'est vraiment le moyen de trouver des solutions. Ça attire les gens, c'est les petits trucs que tu vas réussir à faire vendre près de la caisse, comme à la place des Kinder comme c'est du coup la chewing-gums. conséquence du fait que le prix soit le même partout, en fait, du coup, on est à des prix. Il y a plus. Les gens voulaient avoir des prix moins chers parce qu'il y a forcément des pouvoirs d'achat qui sont très différents, en fait. Donc, il faut avoir contenté tout le monde et vu qu'il n'y a plus le discount qui va permettre aux gens qui ont moins de moyens d'aller acheter des livres dans des grandes surfaces, il faut trouver un moyen de viser ces publics-là. Du coup, le développement de tout ça, c'est une de ces conséquences de la loi. Même si dans la tête des clients, ça va rester pour eux moins cher en grande surface spécialisée qu'en librairie indépendante, si ça garde toujours cette image. Ouais, ça change pas. C'est assez amusant. Quand tu veux faire des courses en gros, tu vas au supermarché et quand tu as besoin des petits trucs, tu vas à l'épicerie qui est auprès et dans ta tête, c'est parce que l'un est moins cher que l'autre, quoi. Ouais. Alors que, justement, pour les livres, on est en train de vous expliquer que c'est pas le cas. Oui. C'était pour ça qu'on voulait faire une émission là-dessus, parce que et du coup, on aime beaucoup le dire et le redire. Justement, au tout début de l'épisode, notre question portait sur Amazon et Amazon, il a un peu contourné la loi aussi. Oui, alors Amazon, c'est un site de vente en ligne américain qui vend de tout et notamment du livre qui arrive en France avec le livre. Ouais, maintenant ils vendent vraiment de tout. Maintenant on peut trouver vraiment de tout. Mais voilà, Amazon qui du coup diffusait en France, mais qui paie pas ses impôts en France. Mais on parle pas de ça. Mais en tout cas, le site a essayé plein de fois de contourner cette loi, notamment par rapport au fait sur la remise de 5%. Ils faisaient automatiquement la remise de 5% des livres autorisés donc par la loi, et en plus ils offraient la livraison. Et en fait, du coup, ce qui fait que c'est moins cher qu'un libraire indépendant qui va forcément faire payer la livraison parce que déjà, il peut pas se permettre d'appliquer et à la fois les 5% et à la fois les frais de livraison. C'est interdit. Oui, mais ça l'a été, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la loi parlait pas de ça au moment où c'est arrivé. C'est-à-dire qu'en 2007, Amazon, du coup, a été condamné par le tribunal de grande instance de Versailles et a payé 100 000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la loi Langue. Du coup, Amazon a fait faillite en 2007. 100 000 €, mon Dieu. Et au contraire, en fait, Et en 2008, un autre site qui s'appelle À la Page, qui a vraiment fait faillite pour le coup. Qui pour le coup a vraiment fait faillite. Malheureusement. Pour les mêmes raisons, parce qu'ils appliquaient exactement la même chose. La Cour de cassation a contredit la décision du tribunal de grande instance et rendant les frais de port gratuits possibles. Donc en fait, la loi ne stipulait absolument pas ça, et parce que elle n'était pas faite pour la vente en ligne à ce moment-là. Ah oui, tant pour moi. De ce fait, en 2014. La loi dite anti-Amazon a été adoptée. Oui, il y a une loi qui s'appelle comme ça. Et elle interdit aux sites de vente en ligne d'offrir les frais de port pour tout ce qui concerne le livre. Ouais, parce que du coup... Bon, en réalité, le bilan est un peu mitigé parce qu'elle permet de rappeler le statut de la librairie indépendante, le rôle de la concurrence et tout ça, la loi 80, son importance. Oui, ça a permis d'en faire parler au moins à ce moment-là. En réalité, Amazon contourne la loi en proposant des frais de port à 1 centime, ce qui fait rentrer dans la légalité. Donc... C'est vraiment, du coup, les frais de port à 1 centime, c'est vraiment la même proportion que l'amende à 100 000 €, quoi. Tu dis, oui, évidemment, genre, tu leur interdis de le faire à 0, ils le font à 1 centime, quoi. Ouais, c'est un peu du foutage de gueule, quoi, quand même, clairement. Ouais.
Enfin bon. Cependant, la loi est un peu utile, non, Karen? Bah ouais, grave, elle est hyper importante. Ça marche comme, enfin, les éditeurs, ils peuvent quand même fixer les prix eux-mêmes, donc ça veut dire que ils se garantissent des revenus sur les prix du livre, peu importe où ils les vendent. Les librairies indépendantes, ça les aide aussi parce que du coup, un acheteur, il a autant d'intérêt à venir acheter chez eux que dans une grande surface spécialisée ou sur Internet. Et ça, c'est important. Du coup, si vous pouvez aller acheter en librairie, n'hésitez pas. Désolée, Gaëlle. Et donc, comment, par contre, donc on parle de cette loi, du prix fixe du livre, mais en réalité, comment le prix du livre est déterminé? Déjà, il est déterminé par l'éditeur, c'est ce qu'on a bien répété. Et du coup, il est important de savoir comment est réparti donc, le prix du livre par l'éditeur. Oui, parce que dans le prix, dans l'achat, qui va quoi? Voilà, qui va quoi? Exactement. C'est un peu bizarre comme question. Quoi va à qui? Je pense que c'était ça. On va parler de qui va quoi. On va vous faire le fromage de la répartition du prix du livre sur, on va dire, sur 20 euros. Quelle part revient à quel secteur? Non, je vais partir sur 100 euros, ça va être plus simple. Ouais, c'est plus simple. Ça fait le pourcentage. Sinon, il faut faire des calculs. Parce que là, de tête, je l'avais pas. Non, on est des littéraires. Merci, Karen. Donc, on va commencer par l'auteur qui va donc toucher 10%. Après, c'est des moyennes. Oui, voilà. C'est ce qu'on apprend en cours globalement à l'école, en cours d'édition. Oui. On fait un gros fromage pour savoir à peu près comment ça se passe. C'est important. Ça va vous donner une idée comme ça. On te laisse. Donc la fabrication ensuite 17%, l'éditeur ça va être 15%, la diffusion 7%, la distribution 12%. Et maintenant vous savez ce que c'est parce qu'on a fait un épisode sur l'achat du livre. Ça permet de réviser tout ça. Et donc le libraire 39%. Alors, on a l'impression que le libraire a la plus grosse part comme ça, mais en réalité, un libraire sur un livre qui est imprimé à 3000 exemplaires, il va peut-être en vendre 5, et l'éditeur, il va en vendre 2500 ou 3000. Enfin, voilà. Ouais. Vous remettre dans un contexte. C'est-à-dire que 39%, ça paraît beaucoup sur le prix de vente du livre, mais en réalité, c'est celui qui touche un peu le moins au libraire. Oui, au final, ouais. Et en plus, le chiffre 39%, pour pas mal de plus petits points de vente, il va être plus proche des 30%, voire en dessous. Et du coup, ça fait des marges assez variables, quoi. Et donc, la remise du libraire, en général, du coup, le libraire, c'est celui qui a 39% sur le prix du livre, mais voilà, sa remise, elle est sur le prix, en général, elle est entre 25 et 40%. Donc ça va être négocié en plus. C'est de la négociation avec le diffuseur, donc les petits représentants avec leur petite mallette dont on avait parlé, qui passent faire leur tour de librairie et présenter leur livre. Mais c'est-à-dire que plus le chiffre d'affaires du libraire est important, pour le diffuseur, plus la remise est grande. Donc c'est toujours la même histoire. Plus t'es riche, plus on t'offre des trucs. Exactement. Donc en fait, une grande surface spécialisée a forcément toujours les remises maximum autorisées, enfin, toujours, dans les plus grands des cas, et le petit libraire indépendant qui va moins vendre en termes de volume aura quelque chose d'un peu plus petit. Donc en fait, toujours, les diffuseurs s'engagent auprès de leurs plus gros clients. Non, mais ça reste un milieu où on vend et ça reste un milieu commercial avec des grandes entreprises, c'est l'économie, quoi. Des gros groupes et voilà, qui recherchent une certaine économie. Du coup, on a pas mal parlé de la France, mais comment ça se passe à l'étranger ? Alors, à l'étranger, comment ça se passe ? Parce que nos petits livres français, ils vont peut-être voir du pays aussi. Ouais, les petits livres français. Ils ont le droit de voyager aussi, ils ont un passeport. On peut les trouver dans des librairies françaises à l'étranger, souvent. Bon, dans les grandes capitales, certes, vous n'en trouverez pas au fin fond du Chili, mais en tout cas dans les librairies françaises. Du Chili particulièrement. Ouais, je sais pas. Avec Karen, on n'a pas compris. Je vais chercher un pays un peu loin, dans le fin fond d'un pays où il n'y avait pas de librairie française. Il y en a à Santiago du Chili, une librairie française, j'en suis sûre, mais au fin fond du Chili. Prochaine destination de voyage ? Pas du tout. Mais en tout cas, voilà. Donc là, dans les librairies françaises, des livres français, en réalité, le prix, il n'est pas celui qui est affiché sur la fameuse couverture avec ce prix unique et il ne sera pas le même qu'en France. La loi langue ne voyage pas avec le livre, quoi. Bah non, en fait, les librairies françaises à l'étranger, déjà, elles ont une économie différente, elles importent, donc du coup, il y a des frais de douane et il y a des frais de port qui sont souvent importants, et du coup, le prix du livre français en librairie française à l'étranger, elle prend un petit coup en hausse. Ouais, voilà. Forcément un peu plus cher. Mais après, comment ça se passe dans les autres pays, en fait, au niveau des prix ? Alors, à l'étranger, en Europe, on a quand même, mine de rien, pas mal de pays qui disposent eux aussi d'une loi,
régulant le prix des livres. Mais qui s'appellera pas loi Lang. Non, Jacques Lang, il n'a pas Non, été mais ministre. je crois que la France a pas mal servi de modèle dans Ouais, le prix clairement. unique du livre. Ouais, à parce que l'étranger. du coup, donc loi Lang 81. J'ai plus exactement les années, mais donc on a le Portugal, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne qui disposaient aussi d'une vraie loi sur le prix unique du livre. Et globalement, elles sont toutes faites dans le cours des années 90, début 2000, quoi. Donc ouais, clairement, il y a eu de l'inspiration qui est venue de la France, donc c'est assez cool. Mais il me semble aussi, mais je ne suis pas certaine, aussi pas mal en Amérique du Sud. Ça rejoint le Chili. Vraiment. Décidément. Mais je crois que c'est... Alors en Argentine et au Mexique, il y a aussi des lois sur le prix c'est unique. Donc je sais pas si c'est aussi la loi Lang qui a voyagé. Mais si, je crois que vraiment la France c'est ce modèle-là. Ah, ou alors c'est après, beau. c'est les gens se sont inspirés un peu les uns des autres au niveau des pays. Mais la France est un des premiers à avoir mis en place tout ça. Et d'où le fait que la France est un réseau de librairies indépendantes aussi important. C'est pas le cas partout. Ok, voilà. Cool. On peut que se réjouir que cette loi-là ait fait du chemin, quoi. Et du coup, pour revenir en Europe, actuellement, dans les derniers mois, il y a eu pas mal d'actualités encore autour du prix unique du livre, parce que en Belgique, il y avait un projet de loi qui était en cours depuis quelques mois. Et je viens de le dire que c'était en Belgique ? Oui, c'est en Belgique. Le décret il est entré en vigueur le 1er janvier 2018 et avant ça il y a eu pas mal de discussions, notamment parce que en Belgique il y avait un truc qui s'appelait la tabelle. Alors, le tabelle a priori c'est le vieux nom. C'est comme la gabelle c'est une taxe pas cool, ouais, donc ça ressemble pas mal. Pas sur le sel mais non, sur les livres, ouais. Et ça c'est un truc qui a été mis en place au milieu des années 70 par deux distributeurs français, Interforum et Hachette, qui, pour compenser les taux de change et les frais de douane du coup des livres importés de France en Belgique, imposaient une taxe d'entre 10 et 15%. Et ce truc-là, c'est toujours en vigueur, alors que les frais de douane sont plus trop réels. Les taux de change non plus. Et du coup, c'est juste des distributeurs qui se faisaient de l'argent, parce qu'en plus... c'est 10-15%. C'est pas mal en plus. Hein, ouais, ça fait une belle marge et clairement c'est pas l'auteur ou l'éditeur qui retouchait quelque chose dessus parce que c'était sur le prix final, quoi. Donc bref, Interforum et Hachette continuaient à s'en mettre un peu dans les poches et il y a pas mal d'éditeurs et de libraires en Belgique qui ont commencé à hausser le ton et à éventuellement menacer de boycotter les distributeurs, même si oui, parce qu'après la Belgique c'est un pays étranger mais qui est un cas particulier parce que c'est un pays francophone et limitrophe à la France, donc en fait ils ont des éditeurs belges mais les gros de la production française quand même sont présents. Il y a pas mal d'échanges de transactions en matière de livres, quoi. Et du coup, la Belgique a bossé sur cette loi pour mettre en place le prix unique du livre, parce qu'avant ils étaient un prix conseillé comme on avait en France. Et ça a été un peu compliqué à mettre en place parce qu'il y a l'Union européenne du coup qui gardait toujours un œil là-dessus, parce que l'Union européenne globalement, tant que la politique du prix unique relève de la politique culturelle nationale, ça les dérange pas. Mais quand on commence à parler d'échanges entre États membres, la règle normalement c'est que ça doit pas nuire aux échanges entre pays, quoi. Donc il a fallu bien bosser la loi et finalement elle a été acceptée. Et parce que là clairement c'était les Français qui profitaient des Belges quand même. Clairement, ouais, c'était de la grosse entubade de la part de deux distributeurs qui, en plus, à la base, ils étaient qu'en France et là, ils sont implantés en Belgique aussi, donc il y avait vraiment plus aucune raison, quoi. Du coup, la loi elle va se mettre en place là tranquillement, je crois, sur les 2 prochaines années. Elle impose, pareil, les 5% de remise comme en France, 15% aux collectivités, 25% sur les livres scolaires. Et la tabelle, elle doit disparaître progressivement sur les 3 prochaines années. Donc là, ils sont à peu près 15%. Je crois que c'est 12% max cette année, 8% l'année prochaine. Ah oui, d'accord. Et après, c'est 0, quoi, c'est fini. Donc voilà pour la Belgique qui va elle aussi bénéficier du prix unique du livre. Et du coup, on disait que c'était un cas un peu particulier parce que on est sur un échange entre deux pays qui partagent la même langue. Et il y a eu un peu la même chose dans les années 90 entre l'Allemagne et l'Autriche. Et c'était dans le sens, l'Autriche importait beaucoup de livres de l'Allemagne. Il y avait des accords entre éditeurs et libraires
Sauf que quand l'Autriche est rentrée dans l'UE, l'UE a dit c'est pareil, ça passe pas non plus. Nous, on est pour le libre-échange et tout ça, donc va falloir faire autrement. Et au final, les deux pays ont adopté une politique du prix unique, et puis ils ont aussi encadré les prix des livres importés, donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour les livres maintenant en Allemagne et en Autriche. Et donc ils ont vraiment dit ça passe pas. Je pense que l'UE, clairement, ils t'appellent au téléphone et ils disent comme ça, genre désolé, mais ça va pas le faire là. Et au Royaume-Uni, ça se passe comment? Ça va vachement moins bien, par contre. On en avait pas mal parlé. Enfin, moi, la première fois que j'en ai entendu parler, justement, c'était pendant nos cours d'anglais à l'IUT. En première année. Ouais, où on nous a expliqué que le NBA, Netbook Agreement... Je suis déçue. Non, on m'a pas du tout parlé de basket. Je suis vraiment désolée. Du coup, le Netbook Agreement, c'est le truc qui était en place... Je me souviens plus exactement de l'année où vraiment ça a été mis en place. En gros, au Royaume-Uni, il y avait un prix unique qui était en place depuis 1900. Quelques années après, je crois que c'est dans les années 60, il y a eu le NBA qui a été mis en place. Où, en gros, c'est pareil, je ne suis pas rentrée dans les détails. En gros, il y avait certains livres qui rentraient dans le prix unique et certains autres, des livres un peu moins faciles, du coup, je crois les trucs de science ou des trucs comme ça, qui étaient sur des prix conseillés. Et tout ça a été complètement aboli en 92 parce qu'il y a des gros groupes d'édition et des grosses chaînes de librairies qui se sont retirées de ça parce qu'en en fait, c'est pas à notre avantage, donc on va arrêter. Oui, parce que c'était pas une loi qui était vraiment mise en place, c'était un désaccord c'était un accord interprofessionnel. Ouais. Du coup, voilà les conséquences. Voilà, et derrière, c'est un peu la merde. Alors, il y a forcément pas mal d'études sur... que ce soit sur les impacts quand on met en place une loi pour le prix unique ou quand on retire justement ces désaccords qui vont dans ce sens-là. Et forcément, il y a des économistes qui disent c'est bien d'avoir un prix unique et d'autres qui disent c'est pas du tout bien. Et en fait, on n'a pas encore assez de recul pour savoir exactement quelle est la bonne comment solution, les choses se passent, mais on peut quand même constater des trucs. On voit quand même au Royaume-Uni que globalement, les bouquins, les prix ont pas mal augmenté. Dans les années 2000, un même bouquin, tu pouvais le payer le double de... Enfin, tu pouvais le payer 3 livres chez Waterstone ou je sais plus, W.H. Smith ou un truc comme ça. W.H. Smith, ouais. Ouais, et Barnes Nobles. Barnes Nobles, ouais. Voilà. Et tu pouvais le payer le double dans la petite librairie qui était encore à côté de chez toi, quoi. Oui, c'est toujours la même histoire. Du coup, discount chez les grosses chaînes et prix plus cher chez les librairies indépendantes. Exactement. Et du coup, il y a des petites librairies qui ont fait faillite, qui se sont fait racheter par des grosses chaînes. Ouais, il y en a eu pas mal. Il y a une bonne grosse vague aux États-Unis. Justement, le cours d'anglais dont je parlais, c'est qu'on étudiait un article de Livre Hebdo sur Charing Cross Road, qui était la rue traditionnelle à Londres, qui était... essentiellement constitué de petites librairies indépendantes c'était Saint-Germain-des-Prés français. Ouais, en gros. Anglais, pardon. Du coup. Ouais. Et du coup, c'était déjà il y a 10 ans, je crois, et il y avait déjà la moitié des librairies qui avaient disparu, quoi. Et c'est vrai que Charing Cross Road, ça ressemble plus à un truc, un petit Saint-Germain-des-Prés hyper mignon, quoi. L'autre conséquence, c'est que au niveau des titres produits, concrètement, on a des best-sellers qui vont se vendre en masse, mais genre vraiment en très très grande quantité, enfin qui déjà sont tirés en grande quantité, qui sont vendus pas très cher du coup, parce que forcément on peut se permettre de baisser les prix sur des bouquins produits en grande quantité. Ouais, et en plus à fort potentiel. Et évidemment derrière ils se vendent bien. Et que les petits éditeurs ont plus de mal à faire des gros tirages et donc ont des prix plus élevés et se vendent moins bien. Exactement. Tout est lié. Tout est parfaitement logique, quoi. Et c'est pas un bilan très positif, quoi, sur le... Non. Après, ouais, nous, on a peut-être un point de vue biaisé. On n'a pas toutes les données économiques, mais quand même, on sait que c'est... Mais parce que en tant que professionnel du livre en France, on est très attaché à la langue. Ouais. Et comme on est très chauvin. Ça fait un tout. Non, puis c'est quand même, il y a quand même un intérêt à ce qu'il y ait une édition indépendante et une librairie indépendante qui continue à vivre parce que c'est des producteurs et des vendeurs de livres
qui défendent une diversité hyper large et qui fait qu'on ne se retrouve pas à lire tous les mêmes choses et que qui nous offre du choix. Exactement, ouais. Donc c'est aussi pour ça qu'on défend ces trucs. C'est pas juste parce qu'on travaille dans ces milieux-là. Donc voilà pour le Royaume-Uni. Comme on l'a dit tout à l'heure, en dehors de l'Europe, on a le prix unique aussi en Argentine et au Mexique. On en a également en Corée du Sud. Et par contre, genre au Canada et aux États-Unis, évidemment, il n'y en a pas. C'est même genre complètement interdit même s'il y avait des accords interpro, a priori c'est interdit parce que les lois dans le commerce, tout ça. Et au Chili. Au Chili, je sais pas, mais Inès va se renseigner, je pense. Si Inès va au Santiago de Chili, dans la petite librairie française, tu pourras nous renseigner là-dessus. Donc, en conclusion, pour répondre à la question du début, non, votre livre ne sera pas moins cher sur Amazon si vous êtes en France, si vous êtes en Belgique, en Allemagne ou en Corée du Sud, etc. On vous mettra la liste complète dans la description de l'épisode des pays qui ont un prix unique si vous tenez à ne visiter que des pays régulant le prix du livre. Si vous voulez faire des voyages militants pour le livre, on va vous aider. Et comme je disais, on vous encourage à acheter vos livres quand vous pouvez chez un libraire indépendant pour toutes les raisons qu'on a énoncées avant. Avant de vous laisser partir visiter les contrées du prix unique, les filles, est-ce que vous avez une petite actu entre vous ou un livre à nous raconter ? Bah, toi, tu peux nous parler de ton cadeau d'anniversaire, peut-être ? Oui, du coup, c'est moi qui continue à parler encore. Je commence à avoir la bouche sèche, mais j'ai encore un peu de bière, ce sera pour après. Du coup, j'ai eu un super cadeau d'anniversaire que vous m'avez fait, donc, qui est forcément encore plus beau. On est allé voir En attendant Bojangles, dont on vous a parlé dans le premier épisode sur les couvertures, parce que c'est à la fois belle et à la fois moche. Ouais, d'Olivier Bourdeau. Ouais. Chez Finitude, très belle en grand format et très moche chez Folio. Ouais, et du coup, on est allé le voir au Théâtre de la Pépinière, et c'était genre très très bien. Peut-être tout le monde a pleuré. On a un peu tous eu les larmes aux yeux. Parce que c'était très très chouette, ouais. Et en plus, c'est un vrai conseil culturel parce que c'est jusqu'au 28 juillet. Donc vous avez le temps d'aller le voir si vous écoutez ce podcast pas trop tard. On vous le recommande. Ouais, vraiment, on vous le recommande très très chaudement. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, des remarques sur ce sujet, des sujets à nous proposer, des messages, n'hésitez pas à nous contacter. Un petit mot aussi parce que depuis quelques semaines, on est sur Podmust, c'est un site de recommandation de podcasts. Du coup, vous pourrez voter pour le nôtre et mettre des petits up pour qu'on remonte et que les gens nous découvrent. Et vous pourrez aussi en profiter pour découvrir plein d'autres podcasts, notamment sur les livres. Il y a Après la première page, il y a Pile, il y a Caps Lock. On a plein d'autres très très cool à découvrir. Donc je vous invite à y aller. Et comme vous le savez, l'épisode n'est pas terminé. On vous laisse avec l'épilogue. Salut les filles. Salut. Mon pire souvenir lié à la lecture, j'en ai pas. En fait, je crois que j'ai que des bons souvenirs. Ou des souvenirs neutres, mais j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs liés à la lecture. Ma position préférée pour lire, c'est assis. C'est assis, tranquillou, dans un fauteuil ou à une table, voilà. Dans le métro même. Bon, c'est moins confortable, mais je lis beaucoup dans le métro. Mon genre de livre préféré, j'aime bien aller dans les bibliothèques et souvent je vais dans un rayon au pif et je prends un livre au hasard. Et je m'assois et je regarde. Alors des fois, je le repose tout de suite. Mais des fois, je lis des trucs et je découvre des trucs sur des domaines que je connais pas du tout. Et je me dis, mais quand même, la connaissance humaine, c'est un truc complètement fou, quoi. C'est-à-dire qu'on peut écrire des pages et des pages sur quelque chose dont j'ai même pas idée que ça existe. Donc je trouve ça fascinant. Comment je range mes livres ? Alors je range mes livres... un peu par thématique pour les bouquins plutôt documentaires, plutôt les usuels, les livres historiques. Donc j'ai un peu un rangement comme ça, thématique, et à l'intérieur du rayon c'est un peu désordonné. Peut-être par taille aussi des fois, les poches d'un côté, les grands livres de l'autre. Et puis pour ce qui est des romans, ils sont plutôt par ordre alphabétique des auteurs. Et comment je les traite ? J'essaye de faire attention à mes livres. Je les trimballe quand même pas mal dans mon sac à dos, mais je les mets toujours dans un petit sac en plastique pour qu'ils soient pas trop cornés. Voilà, j'aime pas trop abîmer des livres, mais ça arrive. Puis bon, c'est pas grave en même temps. C'est la vie des livres, hein. Qu'est-ce que j'utilise comme marque-page ? J'utilise pas de marque-page. Voilà, c'est tout simple. En fait, quand j'ouvre un livre, je retrouve assez vite là où j'en suis. Ça me paraît assez naturel, c'est-à-dire que soit j'ai pas encore lu et c'est avant, soit j'ai déjà lu et c'est après. Et
et je me sens à l'aise avec les bouquins. Donc quand j'ouvre, des fois je tombe direct sur la ligne où je m'étais arrêté, ou 1 ou 2 pages avant. C'est un peu intuitif. Qu'est-ce que je lis aux toilettes? Alors je lis rien aux toilettes parce que c'est beaucoup trop dangereux. En fait, quand je vais chez des amis qui ont des bouquins aux toilettes, voilà, je suis genre au milieu d'un repas, je me dis tiens, je vais aux toilettes. Et là, j'en ai pour un quart d'heure parce que je commence à prendre un bouquin, à lire et tout. Donc surtout pas, c'est très dangereux. Donc chez moi aux toilettes, il n'y a rien et je lis rien du tout. Le dernier livre que j'ai acheté, c'était ce matin dans une brocante. Et c'était Novecento, d'un auteur dont j'ai oublié le nom. Donc c'est l'histoire d'un pianiste, un jeune homme qui est né sur un paquebot de croisière et qui devient pianiste. Et je crois qu'il a 27 ans. C'est une nouvelle, entre une nouvelle et un roman. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'est jamais descendu du bateau depuis sa naissance. Mais il a parcouru le monde en long, en large, en travers, mais il n'est jamais descendu, même pas à une escale. Et c'est un musicien qui raconte l'histoire, en fait. Un musicien qui embarque pour une croisière et qui croise ce pianiste, voilà. Et c'est un livre que j'avais entendu dans une lecture publique, dans un festival en été. J'avais adoré ça. Et là, je suis tombé sur ce livre ce matin dans une brocante et je me suis dit « Ah, j'ai envie de le lire pour voir comment c'est par écrit ». Mon moment préféré pour lire, c'est plutôt dans le métro. Voilà, c'est parce que c'est un moyen de joindre l'utile à l'agréable, en gros, de joindre l'utile à l'agréable. Si j'étais un livre, je serais, je sais pas, ma biographie, mais il faudrait trouver un auteur qui a envie de la faire. Donc, je m'appelle Mathieu, j'ai 44 ans, je suis journaliste. Et voilà, c'était édition illimitée.